Voilà, c'est parti. On attend encore quelques minutes. Bon, alors, je disais souvent, il serait bien d'avoir des petites musiques d'attente dans ces périodes d'arrivée, d'ouverture, de porte d'entrée de tous ceux qui... c'est toujours un petit peu étrange comme arrivée, mais je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Annie, qu'est-ce que tu en penses? On attendait à peu près 200 personnes, mais je pense qu'on est, pour pas vous faire patienter. Puis l'ordre du jour est quand même, c'est un dîner d'échange, mais il est quand même relativement chargé. Donc, je pense on va pouvoir débuter tranquillement ce dîner ensemble. Donc, je le rappelle une dernière fois, je vous invite à mettre vos noms sous vos vignettes, le nom de votre organisation, à couper vos micros. Il y aura une période d'échange où vous pourrez intervenir. Et puis, je vais vous partager mon écran. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Puis j'espère qu'on va passer un beau dîner ensemble. Je vous partage mon écran. Est-ce que tout le monde le voit bien? Il n'est pas encore en mode voilà. Alors, on va juste enlever ça. Donc, j'espère que tout le monde le voit bien. Je vais enlever ça aussi, je ne peux pas. Bon. Donc, vous allez voir tous ceux qui arrivent. Je vous invite à couper vos micros. J'ai entendu quelques... Donc, on est réunis ce midi. Merci d'être là pendant un petit peu plus une heure et quart, pour avoir un échange ensemble sur la finance participative en économie sociale et pour lancer l'Ampli, vous dévoiler l'Ampli. Au programme de notre dîner, on a la chance d'accueillir 4 invités qui vont témoigner de leur expérience de la finance participative. Donc, tout d'abord, Sophie Dorion-Boisvert de la coop Le Rack à Bicyc, qui a réalisé une campagne de financement participatif. Vanessa Girard-Tremblay, qui est co-directrice du Carrefour alimentaire Centre-Sud à Montréal. Ils ont émis des obligations communautaires récemment. Stéphane Lavallée est directeur général des coops de l'info. Donc, il va nous narrer un petit peu toute l'aventure de la reprise collective du groupe de presse sous forme coopérative et collective et de la participation des travailleurs. Et finalement, Stéphane Dupupé, commissaire au développement économique à la Ville de Montréal, qui va nous dévoiler un peu en primeur le nouveau programme de soutien à la Ville de Montréal pour favoriser l'émission d'obligations communautaires et soutenir l'investissement citoyen. Donc, on va avoir à peu près une demi-heure d'échange avec nos invités, enfin de présentation par nos invités, et ensuite, nous vous dévoilerons l'ampli. Et finalement, Charles Gagnon, avec qui je co-anime cet échange, nous racontera brièvement, nous parlera brièvement de l'avenir de la finance participative, des prochaines étapes. Et nous aurons une période d'échange d'environ une vingtaine de minutes. Donc, avant, je vais me présenter. Je m'appelle Vanessa Saurin, je suis conseillère en transfert de connaissances au TIES. Alors, le TIES, Territoires innovants en économie sociale et solidaire. Donc, qui on est? On est un OLTIS, un organisme de liaison et transfert en innovation sociale.
on agit à l'échelle du Québec. On réalise à la fois des activités de veille prospective, de liaison entre le milieu de la recherche et le milieu de la pratique. Et nous co-construisons des outils et des activités de transfert de connaissances. Puis ça, on le fait sur des sujets très variés qui qui ont tous comme finalité d'outiller le mouvement de l'économie sociale dans une perspective de développement territorial, puis avec ce souci de répondre aux enjeux de la transition sociale et écologique. C'est jamais facile de présenter le TIES rapidement, mais c'est fait. Je co-anime aujourd'hui cet échange avec Charles Gagnon. Charles, si tu peux juste faire un petit coucou. Charles est agent de développement au chantier de l'économie sociale. Donc, on co-organise l'activité ensemble aujourd'hui. Bonjour. Je vais parler tout à l'heure. Je te repasse la parole. Avec Charles, ça fait presque 5 ans qu'on travaille très étroitement, TIES Chantier, sur ces questions de la finance participative. Donc, comme je disais, il abordera la question des suites et des perspectives. Puis, avant de laisser la parole à nos 4 invités, brièvement, mais ils en parleront avec bien plus de chair et bien plus de cœur, juste pour cadrer un peu notre échange, qu'est-ce que la finance participative en économie sociale? Donc, brièvement, grosso modo, c'est cette capacité, qu'ont les entreprises collectives, les OBNL, organismes à but non lucratif, et les coopératives, à mobiliser des capitaux, des fonds, que ce soit sous forme de dons ou de prêts, auprès de leur communauté, donc que ce soit leurs membres, les usagers, les travailleurs, les administrateurs, les partenaires, donc leur communauté de soutien pour soutenir le développement de leurs initiatives. Puis, on va aborder 3 outils distincts. Le premier, le financement participatif. Donc là, on parle plus de justement lever des capitaux en dons ou en pré-vente à travers des plateformes web. Les obligations communautaires, donc c'est la capacité qu'ont le plus souvent les organismes à but non lucratif d'émettre des titres de créances auprès de leur communauté. Et finalement, les parts privilégiées, donc le capital social des coopératives, l'avoir des membres. Voilà, 3 outils assez distincts, on pourra aborder à travers les témoignages leur spécificité. Puis la finance participative, on le conçoit comme une stratégie à la fois de mobilisation, puis d'engagement de la communauté, mais aussi une manière de diversifier ses sources de financement, de se doter d'outils de financement complémentaires à ceux déjà existants, que ce soit les fonds locaux ou les fonds de la finance solidaire ou d'autres sources de financement. Donc, c'est une stratégie de mobilisation et de financement complémentaire. Alors, notre première invitée, notre première intervenante, c'est Sophie Dorion-Boisvert, qui est cofondatrice et présidente de la coopérative Le Rack à Bessic à Gatineau. Donc, Sophie, elle avait le goût, elle rêvait depuis quelques années que Gatineau se dote d'une coop vélo. Puis finalement, c'est ce qu'elle a fait. Alors, elle ne l'a pas fait seule, elle était plusieurs à cofonder cette belle coopérative. La coop, le Rack à Bessic, a pour mission de promouvoir l'utilisation du vélo comme moyen de transport écologique et comme outil d'émancipation et de promotion d'équité sociale. Elle vise à démocratiser l'utilisation du vélo, à autonomiser les cyclistes en offrant un lieu humain, inclusif, créatif et, comme le dit Sophie, le fun pour l'entretien, la réparation et la revalorisation de vélos. Puis on a invité Sophie à venir témoigner. D'ailleurs, Sophie, es-tu là? Oui, je suis là. Ah, tu es là, parfait. J'avais comme oublié de vérifier que tu étais bien arrivée. Le Rack à Bessic a réalisé l'été passé une campagne de financement participatif sur la ruche qui visait justement à amasser 15 000 $ pour mettre sur pied l'atelier. Puis ils ont dépassé leurs objectifs en moins de 3 semaines. En 3 semaines, je pense, puis elle nous l'expliquera. Donc, on va comprendre un peu quelle a été l'expérience. Qu'est-ce qu'est le Rack à Bessic? Pourquoi avoir mené une campagne de financement participatif? Puis, qu'est-ce que ça a eu comme retombée? Puis, la consigne que j'ai donnée à nos 4 invités, elle est assez difficile parce que je leur ai donné 7 minutes. Donc, j'espère que ça sera un temps suffisant. Puis, sinon, on aura la période d'échange pour compléter au besoin. Alors, Sophie, je te laisse la parole.
Merci. On dirait que tu m'as un peu détendu parce que tu as dit plein de choses. Comme ça, je vais avoir 7 minutes pour parler d'autres choses. Excellent. Ben c'est ça. Fait que dans le fond, le RAC-ABC, c'est une coop vélo. Ça a été un projet qui a été initié par des femmes aussi. C'est important de le dire parce qu'on en est fiers. C'est ça, on veut dans le fond autonomiser puis développer un peu plus le vélo utilitaire à Gatineau, puis aussi rendre ça accessible à tout le monde parce qu'on trouve que c'est assez homogène dans la communauté cycliste. Fait que dans le fond, nous, on commence, on démarre, on est un peu débrouillard, on essaie d'aller trouver à gauche puis à droite, on n'est pas des pros. Fait qu'on a entendu parler de la campagne de sociofinancement par un autre de nos organismes partenaires qui vient de faire une campagne. Puis aussi, j'avais eu l'expérience, j'ai participé à la fondation d'une microbrasserie à Gatineau, puis on avait fait une campagne de sociofinancement. Puis j'avais un peu baigné là-dedans, j'avais un peu compris comment ça fonctionnait, puis c'était quoi le travail que ça comportait aussi. Donc, c'est ça, on a finalement décidé de se lancer avec la ruche, puis on avait l'opportunité d'aller chercher un autre levier pour doubler notre montant. Fait qu'on voulait aller chercher 15 000 $ pour... Dans le fond, c'était vraiment pour aller chercher une flexibilité. On le sait qu'il y a un monde de subventions, puis de demandes, puis de trucs un peu hyper bureaucratiques et difficiles à développer, surtout quand on démarre. Fait qu'on s'est dit, hey, on a besoin d'argent pour notre local, pour notre atelier, parce que c'est ça le projet de base. Fait qu'on a fait une campagne de sous-financement pour aménager et habiller le local, acheter notre RAC-ABC, le matériel qu'on va avoir besoin, puis aussi l'équipement, fait que les outils spécialisés, tous les trucs qu'on aurait besoin pour le RAC-ABC atelier physique. Fait, on a travaillé vraiment fort avec la ruche, comme si je peux dire quelque chose, c'est vraiment comme d'utiliser leurs ressources. Il y avait beaucoup de matériel. Notre conseillère, une chance qu'elle était là parce que c'était un support technique, mais aussi émotionnel, parce qu'on prépare longtemps d'avance la campagne, mais il faut la préparer, mais on dirait que c'est stressant parce qu'on ne l'a pas commencé, puis on est comme en train encore déjà en campagne, mais on n'est pas en campagne. En tout cas, fait que d'utiliser ces outils-là sont là pour nous aider, puis ça m'a, en tout cas personnellement, puis en tant qu'équipe, vraiment aidé. Aussi, c'est de préparer la campagne en communication. C'est de mettre les bons mots aussi là, pour présenter le projet, parce qu'on l'a à cœur, mais il faut aussi le transmettre et le partager aux gens qui pourraient contribuer. Puis, d'établir comme des contreparties qui sont simples. Si on pouvait y aller le plus simple possible aussi, ou que ça ne coûte pas trop cher, parce qu'au final, j'avais vu avec la brasserie avant qu'on avait acheté un paquet de cossins, puis au final, on avait travaillé vraiment fort, puis oui, on avait ramassé l'argent qu'on avait besoin, mais au moins 50 % était allé dans les événements puis dans les contreparties. Fait que c'était le fun de savoir ça d'avance. Puis, en même temps, ben, je veux dire, on aurait pu faire des événements, mais en contexte de pandémie, on n'a pas eu. C'est un peu quasiment une bonne affaire. Là. On n'a pas eu d'événements organisés parce que ça aussi, c'est difficile. Parce que, dans le fond, l'objectif aussi, c'est de créer la communauté aussi, puis de créer un engouement autour du projet. Mais je veux dire, je pense qu'on a réussi à travers les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'il a fallu fonctionner. Il faut préparer la communication avant, vraiment. C'est vraiment la base de tout. C'est quand tu vas parler de quoi, comment tu parles de tes contreparties, pourquoi tu demandes cet argent-là. C'est quasiment une conversation avec les gens et la communauté. Essayer de trouver des alliés, des partenaires, des amis pour relayer l'information. Puis après ça, ben, c'est difficile parce que tu ne peux pas faire ça tout seul. Il faut que ton équipe soit là. Le succès de la campagne repose vraiment sur ton équipe et la participation de tout le monde. Parce que déjà, nous, en tant qu'humains, on a une gang autour de nous qui va contribuer ou qui peut en parler à 5 personnes. Fait que ça peut voyager vraiment rapidement en autant qu'on tienne le projet à cœur, on sache comment le partager, puis qu'on vende. C'est ça, c'est souvent ça que les gens sont comme pas trop à l'aise d'aller cogner aux portes ou whatever, ou vendre le projet, mais je pense que quand c'est quelque chose qui est pour tout le monde aussi, et c'est quelque chose que les gens partagent autour de nous ou veulent nous encourager au final. Parce qu'on parlait, parce que on dirait que je suis pas du coq à l'âne, mais au final aussi, c'est que les gens, oui, ils achètent une contrepartie ou ils veulent nous donner. Tu vois, nous, presque, sur 168 contributeurs, il y en a 62 qui ont juste donné. Fait que dans le fond, les gens veulent donner. Fait que oui, il y a une contrepartie, on fait ça parce que c'est le fun, puis on est allé,
on était créatifs, puis on a créé un petit souvenir ou quelque chose de le fun, mais les gens veulent nous encourager. Fait que, tu sais, c'est pas plus grave si tu n'as pas plein d'affaires vraiment fantastiques et des produits à pu finir. C'est vraiment, les gens veulent nous encourager. Fait que c'est ça. Fait que s'il y a un défi, c'est vraiment d'aller solliciter les gens, ou cogner aux portes de peut-être des plus grands donneurs, puis de toutes les trouver avant de lancer la campagne. C'est vraiment ça. T'sais. Fait que, sinon, ben, un peu une des retombées de ça, ben, c'est comme une communauté. C'était vraiment parfait pour embarquer le monde dans le projet. Puis aussi, maintenant, on a une centaine de nouveaux membres parce que quand tu achètes une contrepartie, tu es membre. Quand on ouvre l'atelier, les gens vont venir chercher leurs trucs, vont venir nous rencontrer, ils vont devenir automatiquement membres. Fait que déjà là, ça apporte beaucoup. Puis la communauté, puis ça fait parler, il y a eu beaucoup de communication puis de presse attachée à ça. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, comme, je veux dire, si vous avez des questions, j'ai des réponses, mais tu sais, on a appris beaucoup à travers ça. J'ai été chanceuse d'avoir eu une expérience avant, mais je veux dire, dans le cadre plus entreprise privée. Puis, ben, c'était une expérience vraiment le fun, vraiment cool, un peu aussi à travailler en équipe. Puis, ben, ça valait la peine. T'sais. Contrairement à ce que je dis à la brasserie, comme ça a créé quelque chose, mais ça a coûté cher. Fait que pour nous, moi, je trouve qu'avec la ruche puis avec le fonds Milliard, qu'on a doublé notre montant, du fait que ce montant-là, on a un peu une réduction de compte, mais pas tant, mais c'est super flexible pour nous démarrer. Ça a vraiment valu la peine. Excellent, merci Sophie pour ce témoignage, ces compléments d'infos. On voit justement l'intérêt d'aller chercher d'autres sources de financement. Tu parlais de la flexibilité autour de cet outil-là, l'engouement que ça a généré de la communauté, mais pas oublier de bien se tenir prêt, bien calculer ses contreparties, être vigilant aussi, être prêt au niveau des communications, rester mobilisé au niveau de l'équipe. Peut-être qu'il y aura des questions. Si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte de conversation ou gardez-les au chaud pour Sophie pour la période d'échange. Mais ton intervention était assez limpide. Merci beaucoup, Sophie, de ton témoignage. On aurait, je vais repartager mon écran, même si finalement c'est juste. On aurait maintenant Vanessa Girard Tremblay. Vanessa est co-directrice. Mes petites co-directrices, je sais, mais bon, du Carrefour alimentaire Centre-Sud à Montréal. Elle travaille avec l'équipe du Carrefour alimentaire à rendre les aliments frais, sains et locaux accessibles à toutes et à tous à travers plusieurs programmes, des programmes relativement novateurs. Et en 2020, le CAX, le Carrefour alimentaire Centre-Sud, a lancé sa première campagne d'émission d'obligations communautaires pour faire l'acquisition et la rénovation d'un local commercial sur la rue Sainte-Catherine-Est, dans le centre-sud. Pour ceux qui connaissent ce local commercial, c'était l'ancien Touski, un lieu très emblématique du quartier, une coopérative de travailleurs. Le CAX, le Carrefour alimentaire, a décidé d'en faire l'acquisition où il est prévu d'ouvrir un centre communautaire d'alimentation pour bonifier leur programmation en offrant des dîners communautaires, une épicerie solidaire et d'autres activités qui étaient avant dispersées dans le quartier. Alors, j'en dis pas plus parce que Vanessa va nous partager son expérience, nous en dire plus sur le Carrefour alimentaire, sur le projet d'acquisition et sur l'émission d'obligations communautaires. Et je vais arrêter mon partage d'écran parce que je pense, Vanessa, si tu veux allumer ton micro, je vais te mettre co-animatrice parce qu'il me semble que tu as une présentation à l'appui. Oui, merci Vanessa. Alors, tu es là. Alors, je vais... Ah, je peux déjà. Ah ben c'est parfait. Excellent. Bonjour tout le monde, laissez-moi juste une petite seconde. Vous me direz si... Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Parfait. Merci Vanessa pour l'introduction et merci Sophie pour la présentation. Vous allez voir, là, il y a vraiment des gros points communs entre notre expérience et celle de Sophie, même si on parle de deux choses complètement différentes, ça se recoupe beaucoup. Donc, comme Vanessa l'a dit, je m'appelle aussi Vanessa. Je suis co-directrice générale du Carrefour alimentaire Centre-Sud, un organisme qui travaille
très localement dans un quartier situé au sud de l'île de Montréal, au sud-est, en fait, de l'île de Montréal, et qui œuvre à rendre les aliments sains accessibles par une panoplie de programmes. On a un marché aux abords de la station métro Frontenac. On a un programme régional de coupons alimentaires qui s'appelle la carte proximité. On a une panoplie d'ateliers en cuisine, une panoplie d'ateliers au jardin, et on travaille aussi à mobiliser la communauté autour du droit à l'alimentation, comment collectivement on revendique l'accès à une alimentation saine pour tous et toutes au sein des différents paliers. Fait qu'on on a des comités de travail divers, là, dont le CARAN, un comité sur l'action puis l'autonomie alimentaire, qui a, par ses actions, fait du lobbyisme un peu là, auprès des instances pour pousser le droit à l'alimentation. Le Carrefour a émis, comme Vanessa le disait, en 2020, des obligations communautaires. Mais qu'est-ce que c'est l'obligation communautaire? Ça, c'est un premier défi. Là. C'est encore très méconnu au Québec. Il y a des autres organisations qui ont pavé la route, mais c'est quand même un concept assez nouveau, là, entre guillemets, ici. Et ça a été le premier grand défi de démystifier qu'est-ce que c'est. Comme on l'a mentionné, c'est un titre de créance, c'est que ce n'est pas un don, en fait. C'est un prêt que la communauté fait à une organisation. Puis il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, la communauté prête directement à l'organisation pour une mission, pour un projet spécifique, là, pour soutenir en fait une action dans un quartier en lequel on croit. Nous, on a décidé de les mettre pour plusieurs raisons. En fait, on avait le Carrefour alimentaire coordonne vraiment une grande panoplie d'activités sur le territoire de Centre-Sud, mais à plein d'endroits différents, en fait. On a des bureaux administratifs qui ne sont pas ouverts au public, on a un marché à côté de station de métro, on emprunte une cuisine ici, on emprunte une cuisine là. On n'avait pas de porte où les citoyens pouvaient venir cogner, en fait, pour venir nous voir, pour venir nous rencontrer, être référés vers d'autres services si on n'était pas le bonne organisation. Puis ça faisait longtemps qu'on cherchait un lieu à nous, en fait, où on pouvait accueillir nos membres, puis où on pouvait offrir des services. Donc ça, c'était comme le premier objectif, c'était de trouver un lieu. Puis là, on a trouvé un espace. Malheureusement, avec la fermeture du Café Touski, là, on a eu l'opportunité d'acquérir un espace. Par contre, l'espace qu'on a acquis est plutôt petit pour nos besoins. On a à peu près une trentaine de projets, donc c'est un très petit local et on devait vraiment maximiser chaque pied carré. Donc, on se trouvait face à un défi d'optimisation d'espace, un défi de revoir la configuration du local pour répondre à nos besoins qui était immense. Puis, on voulait aussi s'assurer que notre projet il soit ancré dans la communauté, qui soit un levier mobilisateur pour dire aux gens hey, on s'en vient, comme vous en avez parlé, vous le voulez, ce projet-là, on s'en vient. Fait qu'on on a trouvé dans les obligations communautaires une façon de faire rayonner le projet avant même qu'il soit ouvert, puis une façon de mobiliser les gens autour du nouveau centre communautaire d'alimentation. Fait que tout ça combiné, on trouvait que les obligations communautaires étaient un véhicule intéressant, un véhicule différent qui nous permettait de compléter notre montage financier. La première étape, quand on met des obligations, c'est de décider des modalités. Ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce que c'est nos obligations? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Donc, il y avait se fixer un objectif financier. D'abord, ce qu'on a fait en collaboration, évidemment, avec des membres de notre CA, puisque c'est notre CA qui peut décider d'émettre. Nous, on s'est fixé au départ un objectif de 100 000. En fait, il fallait se dire en combien de temps on veut ramasser 100 000 $. Et là, c'est une question qui tue parce que ne faut pas que ça soit trop long, mais il ne faut pas que ça soit trop court. Il faut laisser le temps aux gens d'entendre parler du projet. Puis, investir, ben pour la plupart des gens, ce n'est pas la chose la plus agréable. Hein? Fait qu'on tend à repousser ça. Fait qu'on ne veut pas que les gens oublient, mais on veut que ça soit assez court pour pouvoir les mobiliser et pouvoir s'assurer que les investisseurs passent à l'acte et achètent des obligations. Nous aussi, on avait la chance de ne pas avoir d'institution financière qui nous a prêté de l'argent pour notre projet. Donc, on pouvait sécuriser nos obligations par un acte hypothécaire sur notre actif, en fait, sur notre local. Et que ça permettait, en fait, ce que ça veut dire, ça, en jargon très, très bref, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est que, dans le fond, si jamais le projet, il fait capote, puis qu'on n'est pas capable de rembourser les obligations, bien, on va vendre le local et c'est les investisseurs qui vont être remboursés en premier. Habituellement, c'est la banque quand on a un acte hypothécaire, quand on a un prêt hypothécaire, en fait. Mais nous, dans notre cas, c'est les investisseurs. Donc, les gens qui ont investi dans notre projet, ils sont sûrs là, que même si le Carrefour, malheureusement, ça ne fonctionne pas, bien, ils auront accès à leur remboursement.
Après ça, il fallait se demander, c'est combien ça vaut une obligation? Ça peut valoir, le titre nominal peut être différent d'un projet à l'autre. Nous, on avait envie que ça soit assez accessible pour que les gens puissent investir, pour rejoindre une plus grande panoplie de personnes, en fait. Donc, on a mis la valeur nominale à 500 $. Puis, on a aussi fixé un maximum par investisseur parce qu'on voulait s'assurer d'une certaine équité. Puis là, je vais un petit peu plus tard vous parler de notre deuxième émission qui est un peu différente. Mais pour cette émission-ci, on a mis un maximum de 10 000 $ par investisseur. On a fixé le taux d'intérêt à 2 %. Donc, dans le fond, quand une personne investit 1 000 $, il y a 20 $ en intérêt qui est non composé. Ça veut dire que le 20 $ ça n'accumule pas. Ce n'est pas comme on donne de l'intérêt sur 1 020 $ à l'année 2, mais on donne toujours de l'intérêt sur le 1 000 $. Il y avait également la question de l'échéance. Dans combien de temps on va les rembourser, ces obligations-là? Nous, dans notre cas, on a décidé que c'était une campagne d'une durée de 5 ans. Donc, le capital et les intérêts seront versés à échéance. Les gens pourraient décider de verser les intérêts en dons à l'organisation, par exemple. Ça pourrait être une option à la fin. Puis, on pourrait aussi renouveler les obligations communautaires si l'organisation, donc le Carrefour alimentaire Centre-Sud, était d'accord et l'investisseur était d'accord. Ça, c'est un choix individuel. En fait, chaque investisseur peut décider de renouveler ou non ses obligations à échéance dans 5 ans. Bien, les retombées de la campagne, nous, on a rejoint avec la première émission 60 investisseurs, dont 58 qui sont des personnes, là, des individus, et 40 % de ces individus-là résident dans le quartier. Fait que ça, pour nous, c'est un chiffre qui est super important. Ça veut dire que notre projet, bien, il a fait écho dans son quartier. On en a beaucoup parlé, puis on a rejoint des alliés du Carrefour alimentaire Centre-Sud, on a rejoint des voisins, on a rejoint des gens qui ne nous connaissaient pas nécessairement, mais qui résident proches. On a aussi rejoint 2 entreprises privées parce que les entreprises privées peuvent investir. Et on a fait ensuite une deuxième émission pour une fondation parce qu'on avait besoin d'un petit montant supplémentaire. Là. Il y avait une portée de projet qui voulait être plus grande, des rénovations qui voulaient vraiment prendre plus d'ampleur, notamment pour rendre le local accessible universellement. Dans le fond, que les personnes en fauteuil roulant, les poussettes, tout ça, tout le monde puisse rentrer. Fait qu'on a fait une deuxième émission pour une fondation privée. Donc, au total, avec les 2 émissions d'obligations communautaires, on a ramassé 250 000 $. Et l'investissement moyen par la communauté, donc l'individu a investi en moyenne 1 500 $. Je trouve ça quand même toujours intéressant parce qu'on s'est beaucoup questionné sur est-ce que 500 $ c'est accessible ou ce n'est pas. Donc, en sachant que l'investissement moyen de 1 500 $, ça veut dire qu'on était quand même assez abordable, là, on s'entend, pour le projet. Et bien, en fait, on nous a demandé de réfléchir à un défi et à un bon coup. Puis moi, bien, c'est les deux. En fait, c'est vraiment une combinaison des deux. Notre défi, ça a été la campagne de communication. Là, ça a été une campagne de large ampleur. En fait, ce qu'on voulait avec ce projet-là, avec l'émission, c'est aussi profiter du momentum pour parler du projet, pour faire connaître le Carrefour. Fait qu'on a vraiment, vraiment utilisé une diversité de tactiques, en fait, pour rejoindre les gens, du comité de presse, à une large campagne sur les médias sociaux, à des petites capsules vidéo, à des rencontres d'information. On a fait 3 séances d'information. On s'est vraiment mobilisé pour que la campagne de com autour des obligations communautaires soit puissante parce qu'on se disait, si la personne n'investit pas, mais peut-être qu'elle pourra faire un don de 10 $, de 20 $, ou peut-être qu'elle pourra devenir bénévole au Carrefour, ou peut-être qu'elle pourra se rappeler quand elle aura envie de s'impliquer qu'on existe ou quand elle aura un besoin alimentaire. Donc, on a investi beaucoup de temps dans la campagne de communication, mais aussi les retombées sont beaucoup plus que financières parce que, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de gens qui connaissent notre projet et qui savent que le local va ouvrir bientôt. Donc, ça, pour nous, ça avait vraiment une valeur vraiment très importante. On a fait énormément d'apprentissage. Là, moi, c'était personnellement ma première campagne d'obligation communautaire. Je connaissais un peu le concept à cause du bâtiment 7, mais vraiment, on a appris en tant qu'organisation beaucoup. Comme je vous disais, les obligations communautaires pour le Carrefour, c'est un véhicule beaucoup plus que financier. C'est un véhicule de mobilisation. C'est un véhicule qui sert à ancrer un projet dans sa communauté, à s'assurer que ça répond à des besoins. On a aussi remarqué que 60 investisseurs, c'est 60 personnes avec qui communiquer. Hein? C'est 60 personnes qui ont des questions, c'est 60 personnes qu'il faut tenir informées. Donc, il ne faut pas négliger l'aspect administratif puis le suivi. C'est pas on émet des obligations, on oublie que ça existe, dans 5 ans, on rembourse, c'est fini. Là, c'est beaucoup plus que ça parce qu'on veut justement que les personnes renouvellent, que les personnes soient actives dans le projet. Donc, il y a quand même un volet administratif important. Une chose aussi qu'on a trouvé intéressante, c'est de combien ça nous coûte, de chiffrer combien ça nous a coûté émettre des obligations. Oui, on a ramassé 255 000 $, mais combien ça va nous coûter sur 5 ans
entretenir cette relation-là, le temps en communication, le temps en paperasse d'archivage, tout ça. Un autre bon coup qu'on a fait, c'est qu'on s'est fixé des indicateurs de succès. Si on rejoint X personnes avec notre campagne sur les médias sociaux, on est content. Même si on n'a pas atteint notre objectif de levée de fonds, on est content. Et puis, les 2 derniers petits points, en fait, ça va ensemble, mais il y a beaucoup de ressources qui existent sur les obligations communautaires. Nous, on était appuyés par un conseiller externe qui nous a vraiment guidés là-dedans. C'est compliqué, on ne veut pas faire n'importe quoi, on veut s'assurer que c'est solide, que ça se base sur qu'on répond aux lois, aux exigences, tout ça. Fait que de bien s'entourer puis d'apprendre les uns des autres. Parce qu'il y a déjà d'autres expériences, le Grand Coustinier, le bâtiment 7, tout ça. Donc, il y a matière à s'enrichir, puis à apprendre, puis à pas nécessairement réinventer la roue. Et j'ai sûrement dépassé mon temps, mais je vais m'arrêter ici. Merci Vanessa. Est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran? Merci pour ce. Oui, tu as dépassé un petit peu ton temps, mais en même temps, c'était particulièrement intéressant, riche d'apprentissage, détaillé aussi. Donc, je pense que ça donnait une information assez limpide sur comment vous avez utilisé les obligations. Il y a des questions dans le chat. Là, les obligations, c'est justement, comme tu disais, encore méconnu. Puis, tu t'as permis de les démystifier. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Sinon, on se les garde et on essaye d'y répondre à la toute fin. Je pense que certaines réponses ont déjà été données, il me semble. Oui, par Charles, entre autres. Alors, notre troisième invité, Stéphane Lavallée, qui est directeur des coops de l'info et qui va nous parler cette fois des parts privilégiées et surtout de toute l'aventure qu'il a vécue en tant que directeur des coops de l'info, de la reprise collective du groupe la reprise collective coopérative du groupe Capital Média, donc qui regroupe 6 médias coopératifs régionaux, Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Soleil, La Tribune, La Voix de l'Est. Donc, Stéphane va nous parler un peu de cette aventure, de cette reprise, puis quel a été le rôle des travailleurs finalement, notamment à travers les parts privilégiées. Alors, Stéphane, je te laisse la parole. Oui, merci Vanessa. Bonjour tout le monde. Enfin, bravo au projet précédent. C'est à la fois motivant et instructif. Notre organisation, comme Vanessa l'a mentionné, c'est une organisation coopérative qui a effectué la reprise des 6 médias dont Vanessa a fait mention. En réalité, on se présente comme les coops de l'information. Mais notre vrai nom, c'est la Coopérative nationale de l'information indépendante, donc c'est N2I, un acronyme que vous avez peut-être déjà entendu. Et enfin, c'est N2I, ça avait l'air un peu d'une soucoupe volante. On se disait quand on fait de la communication externe, on va plutôt mieux se définir par notre nom, donc les coops de l'information. Et l'organisation nationale regroupe elle-même 6 coops locales, chacune exploitant un média de proximité. C'est quand même des médias qui sont fort importants dans l'univers médiatique au Québec. On touche tout près de la moitié de la population du Québec. Donc, on n'est pas dans la région métropolitaine, on est presque partout ailleurs. On a 2 millions de lecteurs, lectrices par semaine sur nos différentes plateformes. On se présente comme des médias numériques avant tout, avec toujours une édition imprimée qui est un magazine d'actualité, de culture, d'art de vivre qui est publié le samedi, différent dans chacun des 6 marchés dans les communautés où nous sommes. C'est évidemment des entreprises à impact social qui est fort. C'est devenu aussi, par la transformation, d'une certaine façon, des entreprises d'économie sociale, même si les coops sont des entreprises à but lucratif et qu'éventuellement, nos membres toucheront peut-être des rendements sur leur part ou des ristournes. Mais l'idée, c'est que pour les prochaines années, au moins les 5 premières années de vie, on soit davantage dans une optique d'économie sociale, donc de réinvestir au service de notre mission. Notre petite histoire, et on me parlait d'un défi, le défi, ça a été le temps. Notre petite histoire commence au mois d'août 2019, alors qu'on est placé, en fait, le groupe Capital Média se place sous la protection de la loi de la faillite et l'avenir des médias du groupe à ce moment-là est fortement compromis. Et très, très vite, les membres, en fait, les travailleurs ont épousé un projet de reprise qui restait à définir, mais ils ont
Stéphane, on a Stéphane, perdu ton son. Oui. tu as dû accrocher le spacebar, Stéphane, sur ton clavier, si ça doit fermer le son. Ah, OK. Et là, vous m'avez perdu depuis longtemps? Non, ça va. En fait, très vite, il y a eu un mouvement, comme je le disais, à l'interne. Et au mois d'août, en fait, le défi principal, c'était vraiment le temps parce que le syndic affecté à notre dossier calculait qu'on aurait des réserves financières pour 3 mois, donc jusqu'à la mi-novembre à peu près. Ça veut dire monter un projet, le faire, en fait, le présenter, le développer, faire un plan d'affaires qui se tient, aller voir des partenaires financiers et le faire entériner par le tribunal avec ce qui était un joueur important dans notre dossier, le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, qui avait quand même placé pas mal de billes dans les médias du groupe à l'époque de la propriété privée traditionnelle. Il y a eu un soutien important des travailleurs qui ont voté à 98 en appui au plan d'affaires qui a été présenté. Et ce plan d'affaires-là, il impliquait la mise en place des coopératives, qui a été un projet tout de suite très rassembleur et puis qui est une réponse intelligente, en fait, à la crise des médias. Les médias, traditionnellement, vous le savez, ont été de propriété privée, ils ont été des entreprises ultra rentables pendant longtemps. Et il y en avait des propriétaires privés à ce moment-là pour s'en occuper, mais du moment que le modèle d'affaires a commencé à s'écrouler, modèle d'affaires traditionnel, ben, tout d'un coup, les propriétaires traditionnels, ils ont déserté. Mais c'est une bonne chose quand on le voit aujourd'hui avec la situation actuelle, d'arriver avec un modèle de propriété collective pour des médias qui sont eux-mêmes des services collectifs. Même s'ils ont toujours été gérés par du privé, c'est des services d'intérêt public. Donc, la forme de propriété, elle est fort appropriée à mon point de vue. Et personnellement, j'ai été très longtemps dans d'autres groupes médias et je n'aurais pas accepté un nouveau défi de diriger des médias d'information si ça avait été dans une formule traditionnelle. Ce que ça prenait à ce moment-là, évidemment, c'était des sous. Et très vite, l'idée d'émettre des parts privilégiées aux employés, aux membres, en fait, des coopératives pour financer la relance est apparue. Et il y avait aussi le volet des parts sociales, mais comme les montants sont moins importants, ils ne pouvaient pas jouer un grand rôle dans le montage financier. Et les parts privilégiées, chez nous, c'est quand même assez important. C'est 5 du salaire qui est versé à chaque paye en part, en fait, à la coop pour assurer son financement. Ça représente environ $1 million, un peu plus d'1 million de dollars en parts privilégiées détenues par les membres par année. Et chacun s'engage en fait un investissement minimum de 50. Donc, ça donne droit au régime d'épargne, en fait, d'investissement coopératif. Et ça a été déterminant parce que ces parts privilégiées-là, qui rapportent quand même un certain montant, jumelé aux dons des communautés, qui ont quand même atteint tout près de 3 millions de dollars, quand on additionne tout ce qui a été récolté dans les 6 communautés où nous sommes présents, bien, ça a été la base du montage financier. Puis ça a été, en fait, l'élément qui a fait en sorte que des partenaires autres, Fonds d'action, Fonds de solidarité FTQ, Desjardins Capital, la Caisse d'économie solidaire, pour n'en nommer que quelques-uns, ont bien voulu, en fait, regarder notre projet, l'évaluer, puis finalement, investir dans cette relance-là. Et s'il n'y avait pas eu à la fois les parts privilégiées et les dons de communauté, ça n'existerait pas. Il n'aurait pas été avec nous parce que c'est pas juste devenu un levier, c'est devenu une condition de financement. J'ai pris beaucoup de temps, mais juste pour dire que notre projet, c'est quand même le maintien de 6 médias, de 300 emplois, plus de 300 emplois. Et on me demandait s'il y avait un conseil à donner. Bien, à la fin, je dirais, s'il y avait un conseil à donner, ce serait de laisser la chance aux gens d'être fidèles à leurs valeurs. Et nous, on a vu la rapidité avec laquelle les gens sont mobilisés parce qu'ils croient férocement au rôle social qu'ils jouent dans les communautés. Puis ce n'est pas un enjeu économique d'abord, c'est d'abord un enjeu d'impact social. Un gros merci Stéphane pour ce partage d'expérience, puis la force du collectif, puis de l'engagement des communautés pour la survie, puis le déploiement aujourd'hui des coops de l'info. Merci beaucoup. Notre dernier invité, mais non des moindres, il va allumer son micro, Stéphane Dupuppé. Donc on est sur un autre registre après 3 initiatives
Nous avons là, Stéphane, juste un point. Il y a beaucoup de questions qui sont sur le chat. Vanessa répond, Gérard Tremblay répond au fur et à mesure. C'est excellent, Vanessa, merci beaucoup. Les questions auxquelles il n'y a pas encore eu de réponse, on va y revenir par la suite, donc n'hésitez pas à continuer. Donc, notre quatrième invité, Stéphane Dupupé, qui doit être là. Je n'arrive pas à le voir parmi… Ah oui, je suis là. Voilà, excellent. Donc Stéphane, qui est commissaire au développement économique en entrepreneuriat collectif à la Ville de Montréal, va nous présenter le programme de soutien d'aide financière qui va être mis sur pied incessamment sous peu par la Ville, et un peu pourquoi la Ville a lancé ce programme, puis quels sont un peu ses paramètres, puis qui viennent comme consolider aussi l'usage, l'investissement citoyen et l'usage de ce type d'outils de finances participatives. Alors, je te laisse la parole, Stéphane. Oui, alors bonjour à tous. Vous voyez ma présentation, c'est bon? Oui. Ouais, ok, très bien. Donc en fait, l'objectif de la présentation, pour moi, c'est de vous parler d'un programme d'aide financière qui vise le développement de projets d'affaires, d'entreprises d'économie sociale dans le cadre de campagnes d'obligations communautaires. Donc c'est comme ça que le projet en fait s'appelle exactement. En fait, c'est un projet de règlement qui a été voté récemment par le conseil d'agglomération de la ville de Montréal. Donc il est désormais entériné, il est effectif depuis maintenant un peu plus d'une semaine, et on est en phase justement de répartition des fonds avec nos partenaires sur le terrain depuis quelques temps maintenant. Hello, comment ça va? Ça va. Alors, je voulais te dire pour notre rencontre de tantôt. Je m'excuse, je vous invite à couper votre seconde, son. je suis en train de faire de l'interférence. Oui, Madame Plamondon, je vais essayer de couper. Excuse-nous, Stéphane. non, c'est bon, vas-y. Je pense que… Vas-y, Stéphane, je pense que c'est bon. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est intéressant parce que c'est en complément aussi de la présentation de Vanessa un peu plus tôt pour le Carrefour alimentaire Centre-Sud. Et les partenaires qui se sont associés à ce projet, en fait, se sont inspirés de plusieurs expériences, en fait, qui ont déjà été conduites, notamment aussi avec le travail du TIES. Mais pour revenir sur la mise en contexte, la Ville a développé ce programme, en fait, pour répondre à une proposition d'un groupe composé d'une quinzaine d'organismes. Rapidement, l'équipe économie sociale de la Ville, dont je fais partie, mais qui est aussi composée de Joanne Lavoie et de Cécile Vergier, rencontre un groupe de partenaires aux 15 jours depuis le début de la pandémie pour rester collés et ancrés en fait, sur les besoins du milieu. Dans le cadre de la préparation en fait, du plan de relance économique 2021, 4 propositions ont été retenues, et une de ces propositions est celle du règlement dont je vous parle en fait aujourd'hui. L'objectif général, c'est de développer l'usage de l'obligation communautaire dans les montages financiers des entreprises d'économie sociale, donc le faire connaître. Un des sous-objectifs qui vise l'entreprise d'économie sociale directe, c'est donc de susciter l'adhésion à l'obligation, inciter son usage et assurer l'acquisition de compétences requises pour leur bonne administration. Et en termes de rayonnement, en fait, le projet, le règlement aussi visait beaucoup et vise, bien entendu, pour son déploiement, dans sa phase de déploiement, le citoyen investisseur, parce que c'est un fonds d'appariement qui a été mis sur pied. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de compléter en fait un montage financier d'obligations qui seront levées par une entreprise d'économie sociale auprès de sa communauté. Donc il faut développer la confiance des particuliers investisseurs dans l'obligation communautaire. Et en termes d'objectifs, avec le réseau d'accompagnement et de financement, qui est PME Montréal. À Montréal, en fait, pour la petite histoire, on a 6 pôles en fait, qui desservent l'ensemble du territoire montréalais, qui sont partenaires, tous partenaires de la ville de Montréal, et qui offrent à la fois du support, du soutien, de l'accompagnement et aussi du financement sous diverses formes, autant pour l'entrepreneuriat privé ou l'entrepreneuriat d'économie sociale. Donc, pour notre partenaire PME Montréal, c'était de mettre des conditions gagnantes pour que le réseau promeuve l'obligation communautaire et développe des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances. Au niveau de son fonctionnement général, donc, on a travaillé le projet avec un sous-groupe issu de la quinzaine de groupes partenaires dont je vous parlais en introduction. Donc, on a le CESIM, qui est
le PME Montréal, pardon, le TIES Chantier d'économie sociale et des services internes de la ville de Montréal aussi, qui ont agi aussi avec nous durant toute la phase d'idéation de la mesure. Pour son déploiement, le mécanisme du règlement a été retenu pour un certain nombre d'avantages, parce qu'il fallait absolument qu'on puisse remettre l'argent entre les mains de nos pôles pour qu'ils puissent agir en toute autonomie. Donc, on a créé un fonds perpétuel dont le capital initial actuellement est de 400 000. Il est réservé exclusivement à l'achat d'obligations communautaires par le réseau PME Montréal dans le cadre d'un appariement, comme j'expliquais au tout début. Il sert à l'achat d'obligations communautaires jusqu'à un montant équivalent ou inférieur à la somme engagée par les citoyens investisseurs, et le programme d'obligations communautaires donc permet l'achat de certificats de créance émis par une OBNL d'économie sociale, dont l'échéance initiale est fixée à 5 ans et le taux d'intérêt actuellement se situe entre 0,10 et 2%. Donc, je le rappelle, on n'est pas dans les parts privilégiées, on est vraiment uniquement sur l'obligation communautaire, étant donné que du côté de la ville et du côté des partenaires aussi, on a évalué que c'est important de pousser et d'encourager en fait l'usage de ce nouveau type de fonds d'investissement pour des citoyens. Mais j'en reviens pas, je pense que j'arrive déjà à la fin. Alors, j'ai essayé de faire le plus court possible. Et on a ajouté à ce volet, en fait, le volet du fonds, donc l'investissement direct dans les entreprises d'économie sociale, tout un volet de soutien externe. Vous n'êtes pas sans savoir que, ou en tout cas, je vous l'apprends peut-être, mais un des gages de réussite selon l'évaluation du TIES notamment, c'est tout le volet d'accompagnement des entreprises au moment de leur émission, mais aussi au moment je dirais, du suivi annuel auprès de leurs investisseurs. Donc, une organisation externe, une organisation facilitante sera bientôt désignée pour à la fois travailler au transfert de connaissances et pour aussi agir auprès des entreprises d'économie sociale afin d'effectuer des interventions pointues qui s'enchaînent avec celles des intervenants de la première ligne. Quand je parle de la première ligne, je fais référence au réseau PME Montréal. À travers tout ça, c'est aussi de rassurer le citoyen investisseur qui peut s'appuyer sur une vérification diligente externe. Et la façon qu'on va le faire, c'est, comme je le disais un peu auparavant, c'est de signer un contrat de service professionnel par la ville avec un organisme d'accompagnement qui donc va agir au niveau de tous ces objectifs. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation de ce programme qui débute tout juste et qui est un beau gage de réussite. On l'a vu avec le témoignage de Vanessa aussi de l'importance du soutien, puis de rassurer aussi les investisseurs. Alors bravo pour ce leadership au sein de la ville de Montréal. Alors, on aurait terminé. Merci à vous quatre. Vraiment, c'était un challenge de vous demander 7 minutes, puis ça a dépassé et c'est normal. Donc, on va essayer de rattraper le temps, mais je pense que tout va rouler en termes de timing. Je vais partager mon écran puisqu'on serait rendu. Il y a eu pas mal de questions qui ont déjà été répondues. Il y en avait une qui est « Mais c'est quoi le site de l'Ampli dont on parle ?» Justement, on y vient. Donc, on va vous présenter un peu ce site qu'on évoque. Est-ce que vous voyez… Ah, vous ne voyez pas le bon écran. Excusez-moi. Est-ce que là, vous voyez le bon écran? Non. Est-ce que vous voyez ma diapo, l'ampli? Quelqu'un peut… On voit bien. On voit bien. Parfait, merci. Oui, diapo, l'ampli. Excellent. Merci beaucoup. Donc, l'ampli, c'est quoi? Déjà, rapidement, la petite histoire, on l'a nommé tout à l'heure, ça fait depuis 2016, même un peu avant, en fait, depuis 2014, depuis la naissance du TIES, que ces questions-là de la finance participative sont au sein du TIES, mais depuis 2016, avec le chantier et une trentaine de partenaires, on réfléchit et on essaye de voir comment démystifier, faire connaître, comprendre comment fonctionnent les outils de la finance participative, comment elles peuvent être encore plus utilisées, mieux utilisées par les partenaires. Certains l'ont nommé, on avait accompagné certains projets pilotes, dont le Grand Costumier, le Bâtiment 7, le Cinéma du Parc, qui ont été un peu les pionniers au niveau des obligations communautaires. On a réalisé des guides, comme le guide sur le financement participatif, puis le guide ensuite sur l'émission d'obligations communautaires suite à l'expérimentation. Puis produire des guides, ça ne suffit pas pour le transfert, on le sait, c'est important, mais ça ne suffit pas. Donc, on a ensuite développé une quarantaine d'activités d'information, de sensibilisation sur c'est quoi, sur comment ça fonctionne à travers le Québec. Puis on le voit, ce n'est pas suffisant encore. Vanessa le disait, c'est toujours à démystifier cet outil.
En 2018, avec les partenaires, après avoir systématisé, compris comment ça fonctionnait, on s'est dit il faut rentrer dans une étape de déploiement et de pérennisation des pratiques. Il y avait cette volonté collective que ça se déploie à l'échelle du Québec avec un certain nombre de réseaux régionaux, nationaux. Et nous, au TIES, on s'est affairé un petit peu plus précisément à continuer à développer les outils, à rendre accessible l'information et ce à quoi compte répondre l'Ampli. Donc, cette volonté que ce soit une information à jour, accessible en fonction de qui vous êtes, quels sont vos besoins. Donc, pourquoi on l'a appelé l'Ampli? Parce qu'on pense que justement, cet accès aux connaissances, à l'information, qu'amplifier les connaissances sur la finance participative, ça peut vraiment permettre, puis les témoignages nous l'ont montré aussi, de contribuer à consolider, à amplifier l'ancrage et la solidité des entreprises d'économie sociale, à encourager, à amplifier l'engagement citoyen dans ces initiatives, à valoriser et amplifier des modèles économiques qui sont centrés sur le besoin des communautés, la gouvernance démocratique et la solidarité, et finalement à contribuer à la transition sociale et écologique. Alors l'Ampli, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées durant les présentations. On espère que l'Ampli va contribuer à répondre au plus grand nombre de questions. Donc c'est de l'info, des outils, des témoignages. Donc j'y rentre, le voici, pardon. Le site, c'est amplifinance.info. Donc, le voilà. Donc, des ressources sur la finance participative. Vous trouverez différentes vidéos, notamment sur c'est quoi, de manière générale, la finance participative. Et ensuite, la possibilité de rentrer au sein de l'Ampli à travers les 3 outils. Donc, le financement participatif, les obligations communautaires, les parts privilégiées. Mais on peut aussi rentrer à travers l'Ampli en fonction de qui nous sommes et ce qu'on souhaite. Donc, je souhaite faire appel à ma communauté. Donc, je suis une entreprise. Je ne sais pas encore quel outil je vais utiliser, mais je souhaite faire appel à ma communauté. Je conseille une entreprise d'économie sociale. Donc, je fais partie du réseau d'accompagnement. Puis, j'ai envie d'être mieux outillée pour pouvoir bien accompagner mon entreprise. Ou je suis le grand public, la communauté. Je veux soutenir une initiative. On a tenté de développer des contenus qui répondent à vos propres besoins. On va rentrer, par exemple, dans le financement participatif. Ici, pour chacun des outils, on a des pages assez générales pour comprendre grosso modo c'est quoi, de quoi on parle, donc comprendre le financement en 60 secondes, en tout cas un texte relativement succinct. Encore une fois, des vidéos. Donc là, c'est une vidéo bien spécifique sur le financement participatif. C'est Marie-Ève, d'ailleurs, de la Ruche Québec, qui nous fait une très belle présentation, accompagnée de Camille de la Couturière, des Couturières Pop. Et on peut découvrir un contenu plus personnalisé. Donc, après être passé sur un contenu général, si je veux mener une campagne de financement participatif, on y réfère régulièrement, d'ailleurs, les outils et les boîtes à outils proposées par la Ruche. Mais là, on essaie de faire un 101. Finalement, pourquoi je mènerais une campagne de financement? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Avant de me lancer, quelles questions je me pose? Finalement, une fois que j'ai décidé d'y aller, c'est quoi les différentes étapes pour mener une campagne? Des témoignages, d'expériences, de récits d'entreprise. Ça peut toujours inspirer ce que d'autres ont fait. Et puis tout un tas d'autres infos. Pour aller plus loin, il y a les limites. On rentre comme un entonnoir. On a une info générale et plus ça va, plus on rentre dans le précis. Ensuite, je vais vous montrer le petit menu hamburger qui justement nous rappelle un peu nos 3 thématiques, nos 3 outils. Alors, si je suis un conseiller, j'ai du texte qui m'est dédié pour bien me rappeler mon rôle aussi en tant qu'accompagnateur. Puis là, j'ai précisément, je souhaite accompagner une entreprise dans son émission d'obligations communautaires. Donc là, on a un texte assez spécifique dédié aux obligations en tant qu'accompagnateur pour nous rappeler c'est quoi les avantages, les questions à se poser. Donc, on a réalisé un test d'autodiagnostic. Donc, encouragez vos entreprises à passer ce test pour savoir si les prérequis sont réunis, parce qu'on parle d'une dette ici. Donc, est-ce que tout est là pour s'assurer que ça va être une réussite, pas uniquement de lever des fonds, mais de rembourser les fonds à terme. Donc, ici, on a un petit test que vous pourrez partager avec l'entreprise. Puis je pourrais en parler pendant des heures là, de ce site, donc je vais le faire court. C'était plus pour que vous voyez comment il fonctionne. Un autre élément, puis là, j'espère que vous n'avez pas le tournis quand je passe au travers du site. Donc, les étapes pour réaliser une émission. Les bonnes pratiques.
C'est important aussi, au-delà du cadre légal, mais c'est quoi les conseils, puis les erreurs à éviter. Puis finalement, on a un outil, on a une section ici qu'on appelle l'Amplitech. L'Amplitech, c'est une bibliothèque d'outils où là, que vous soyez, donc on a des filtres, vous cherchez, vous êtes une... Mince, excusez-moi, je rafraîchis ma page. Le site a été mis en ligne la semaine passée, alors on sera, si vous voyez des commentaires ou des bugs, il ne faudra pas hésiter à nous le transmettre, qu'on mette à jour. Donc là, par exemple, on cherche des outils pour les entreprises sur les obligations, mais ici, on a tout. On a une vingtaine de fiches spécifiques. Le cadre légal, par exemple, qu'on vulgarise. Les adresses utiles, les bonnes pratiques, le test, les 5 étapes, la trousse de l'investisseur. Je ne vais pas passer en revue parce qu'il y a tout un tas d'outils qu'on vous invite à consulter. Ou au contraire, on veut avoir de l'info sur les parts et notamment être accompagné si on veut émettre des parts privilégiées. Donc, on a les adresses utiles où vous pouvez retrouver justement le réseau d'accompagnement là pour vous soutenir dans votre exercice. Alors, je vais m'arrêter là parce que je vous invite à aller explorer l'Ampli. On a pu réaliser l'Ampli grâce au soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation, de la Fondation McConnell, du CESIM et de la Caisse d'économie solidaire. Donc, on les remercie grandement. Tout ce travail-là a été fait très étroitement dans le cadre des travaux plus généraux sur la finance participative qui réunit une trentaine de partenaires depuis les débuts, donc qui sont nommés là. Je ne vais pas tous les nommer, mais ils sont très réguliers et ils suivent les travaux de proches qui sont menés. Et puis, on remercie plus spécifiquement Cinétique qui est là. Je pense que Brian est là, une agence coopérative justement de design qui nous a fait tout le design web et le design graphique. Puis un petit groupe de travail. Au sein du TIES, j'aurais une petite pensée particulière à ma collègue Judith, notre éditrice qui vraiment a fait un travail assez extraordinaire pour nous aider à vulgariser les contenus. Le chantier, on a travaillé avec le chantier sur cet outil-là et puis nos partenaires depuis les débuts pour nous aider à raffiner le contenu, notamment Marie Lacaze du CQCM, Joël Ritchie de la CDROL, Kevin McMahon du chantier et aussi Charles qui va intervenir, Sophie Rice de la Ruche pour valider un peu nos contenus, puis toutes les entreprises qui ont participé, qui nous ont donné du temps. Alors, on vous invite à aller explorer l'Ampli et à l'utiliser. Je vais laisser la parole à Charles. OK. Bon, c'était très dense comme présentation jusqu'à maintenant, fait que c'est normal, il y avait plein de questions sur le chat, mais on va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait maintenant. L'Ampli, c'est un site de référence, vous allez pouvoir avoir accès à des informations, mais vous avez vu dans l'ensemble, soit des témoignages ou vous-même dans les questions, beaucoup de gens posent des questions sur l'accompagnement. Cet accompagnement-là est un élément super important pour réussir une campagne, peu importe qu'est-ce qu'on émet, là, des parts des obligations ou du socio-financement. Alors, évidemment, nous, on s'en est rendu compte également. Nous, c'est le chantier, c'est le TIES, mais c'est le CQCM. Là, je travaille étroitement avec Marie Lacaze, la même du CQCM sur ce projet-là. Et ce qu'on essaie de faire, là, notre objectif à long terme, c'est que dans chacune des régions, il y ait des accompagnateurs qui connaissent très bien l'outil, qui sont capables de répondre aux besoins techniques, mais aux besoins puis aux informations techniques et juridiques des organisations qui veulent se lancer en campagne. On veut mettre ça sur pied à terme. On veut également avoir, pour s'assurer que pour compléter l'ensemble des besoins, des incitatifs financiers, entre autres, un fonds d'appariement un peu dans le même modèle que ce que la Ville de Montréal a mis sur pied. Fait que je n'ai pas besoin de l'expliquer, Stéphane l'a fait tout à l'heure, ça me sauve du temps. Alors, à terme, on aimerait qu'il y ait ces deux volets-là, avec la formation puis la veille, mais qui soient disponibles pour l'ensemble des organisations dans l'ensemble des régions. Comment on va arriver à ça à long terme? On a en ce moment un projet qui est dans le fond une démonstration de comment ça se fait, cet accompagnement-là et ces incitatifs-là, en commençant par certaines régions. On appelle ça le déploiement évolutif.
On commence par certaines régions pour faire la démonstration de comment ça marche et que ça marche, dans le but de pouvoir étaler puis aller couvrir d'autres régions. Dans les prochains mois, je ne parlerai pas de semaines, je vais parler de mois, certaines régions vont être en mesure d'offrir cet accompagnement-là et d'avoir la formation, là, que les intervenants, les accompagnateurs aient la formation nécessaire pour pouvoir le faire. Ces régions-là, pour l'instant, c'est l'Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et évidemment Montréal. Là, Stéphane en a parlé avec PME Montréal. Mais je vous rassure, tous ceux qui ne sont pas dans ces régions-là, l'idée, c'est de commencer par là. Je suis persuadé que la démonstration va être concluante et qu'on va être capable de susciter l'engouement des partenaires financiers pour être capable d'avoir l'ensemble de l'accompagnement pour tout le monde. Il y aura ce test-là dans les régions avec de l'accompagnement, c'est déjà certain. Pour ce qui est d'un fonds d'appareillement, il faut qu'on travaille dessus. Ce n'est pas encore disponible maintenant, mais on travaille très fort pour essayer de l'obtenir. C'est la version très courte de ce qui s'en vient. Pour la version très longue, on replanifiera un autre moment. Merci Charles. Effectivement, on arrive en bout et il restait peu de temps, mais je pense que ça ouvre les perspectives pour la suite, puis il y aura d'autres occasions d'échanger sur les suites. On serait rendu à la période des questions, justement, mais je vais enlever le partage d'écran. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat, beaucoup de questions répondues déjà, soit par vous, nos chers invités, ou par Charles, ou par d'autres. Peut-être je vais commencer. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles, puis vous pouvez prendre la parole. Il y en avait une, je pense que, je vais reprendre juste là, je me reprends. Il y avait une question pour Vanessa. Si les investisseurs ne renouvellent pas dans 5 ans, comment pourront-ils être remboursés? Je pense que Vanessa avait répondu. Une question pour Sophie, peut-être au niveau du financement participatif. On associe un partenaire comme La Ruche. Est-ce que pour les obligations communautaires, il y a un partenaire qui peut accompagner des organisations qui seraient intéressées à faire une campagne d'obligations? Je pense que Charles y a répondu en disant que justement tous les efforts menés actuellement sont pour que justement les réseaux d'accompagnement soient outillés et formés pour pouvoir accompagner les entreprises ailleurs en région. Il y avait une question pour Vanessa. J'aimerais entendre la question des coûts de la campagne versus combien elle rapporte. Je pense, Vanessa, tu avais commencé tu l'avais rapidement abordé. Combien ça vous a coûté versus combien ça vous a rapporté? Est-ce que tu es encore là, Vanessa, Gérard? Oui, je suis encore là. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, là, mais ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait un budget en amont, en fait, comme on ferait pour un budget prévisionnel d'un programme, où on a mis les coûts de notaire, les coûts pour le consultant, on s'est mis un petit budget marketing, les coûts d'impression pour les documents aux investisseurs, puis on a fait un estimé, en fait, du temps que moi j'ai investi pour notre organisation puis que mes collègues ont investi. Puis là, on s'est dit, bon, ben ça représente tant de % de la campagne, de l'objectif visé. Donc, tu sais, c'est un ratio avec lequel on est à l'aise, là. Fait que sans vous partager les coûts, je pense que le conseil, c'est vraiment de faire l'exercice prévisionnel puis de voir si en tant qu'organisation, vous êtes à l'aise d'investir ce montant-là. Mais c'est clair qu'il y a un coût lié. Puis nous, on avait la chance d'avoir Kevin qui nous a vraiment dit ça va coûter tant à tel endroit pour les frais plus légaux, tout ça. Mais ça reste que c'était une portion, je ne me rappelle pas du pourcentage, mais il y avait quand même un coût assez de quelques milliers de dollars là, à investir pour réaliser la campagne. Fait que c'est vraiment de faire l'exercice budgétaire puis de voir si on est capable ou si on a le souhait d'aller de l'avant. Dans notre cas, on trouvait que les coûts étaient pas assez importants pour nous freiner, en fait. On trouvait que les bénéfices de ça étaient plus importants que les coûts associés. Merci, Vanessa, des précisions. Sophie, il y avait une question qui était plus pour toi, peut-être aussi pour Vanessa, mais on va te laisser commencer à répondre. Est-ce que vous avez été conseillé, soutenu pour votre campagne de communication? Mais il me semble que tu as peut-être répondu déjà dans le chat.
Déjà, la ruche avait comme une ressource, genre comment construire les communications autour de ça. Puis aussi, on pouvait avoir une rencontre hebdomadaire avec notre conseillère pour travailler là-dessus. Fait que, on l'a construit ensemble. Puis, c'est ça, parce que, nous, on n'est pas des pros de la communication, mais on a vraiment eu de l'aide, là, étape par étape. Puis, c'est ça, c'était une ressource, ça disait quoi faire semaine 1, semaine 2, c'était vraiment bien organisé. Donc, merci au soutien de la ruche et de votre conseillère qui vous a bien... Il y a une question, Vanessa, si tu me prends, me permets. Mario, dans le clavardage, parle de la surveillance de l'autorité des marchés financiers. Il y a plein d'informations sur cette question-là, sur le cadre juridique dans l'ampli. Mais effectivement, c'est un point qu'on a assez peu abordé, mais c'est un point qui est névralgique, qui est super important. On doit, pour que ça soit simple, émettre des obligations au départ, il faut rester dans le cadre juridique et donc dans un régime de dispense d'émettre un prospectus puis de s'inscrire comme courtier. Puis, tout ça, elle va être dans l'ampli pour s'assurer qu'on reste dans le régime. Mais encore une fois, ça renforce le besoin pour de l'accompagnement professionnel lorsqu'on se lance. C'est un des éléments très importants. Je vous inviterai, si vous voulez, à lever la main, comme le suggère ma collègue Judith. N'hésitez pas, si vous avez des questions là qui vous viennent après avoir entendu nos 4 invités, avoir vu l'ampli, s'il y a des questions ou commentaires. Monsieur de Entreprendre Sherbrooke. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes les présentations. Tout à l'heure, on nous faisait savoir que le réseau va commencer progressivement avec certaines régions et s'étendre vers les autres. Et on se demande, en attendant que le réseau arrive chez nous, par exemple en Estrie, est-ce que s'il y a des besoins concrets criants, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut s'adresser en termes d'accompagnement? Charles, je te laisse répondre ou... Vous êtes à Sherbrooke, hein, c'est ça? Est-ce que vous êtes un OBNL ou une coop? Pardon. Non, bon, moi, je suis accompagnateur. Je travaille en économie sociale au sein de l'organisme Entreprendre Sherbrooke, anciennement la CEDEC. Voilà. OK, oui, je reconnais le nom. On aura, dans le cadre du projet que j'ai mentionné, on va se concentrer évidemment sur les régions que j'ai mentionnées, mais la formation pour les accompagnateurs, je ne vois pas pourquoi on la limiterait exclusivement, surtout qu'elle risque de se passer en ligne comme on est en train de le faire, là, exclusivement aux accompagnateurs de ces régions-là. Mais là, c'est une idée qui arrive maintenant là, avec votre question. Ça me semblerait pertinent, ça ne me semblerait pas impertinent de l'offrir à tous les autres, là, ce qui fait que vous pourriez potentiellement en profiter également. Ça répond à votre question? Parfait, merci. On a une question dans le chat de Jannick Langlais qui s'adresse encore à toi, Sophie, sur les meilleures stratégies de mobilisation de la communauté. Puis tu dis, vous avez été particulièrement créatif pour essayer de réussir à mobiliser, mais est-ce que tu aurais quelques conseils de choses qui ont particulièrement bien fonctionné? C'est drôle, mais je n'ai pas parlé. Tu sais, quand on fait une campagne, il faut faire une vidéo. Fait que, tu sais, je pense que c'était là. Tu sais, nous, on avait déjà... C'est comme si on avait créé ce momentum-là. On avait fait une vidéo quand on avait fait un webinaire de vélo d'hiver qui était vraiment cool, puis funny, puis tout le monde l'avait vraiment aimé. Fait que là, on pouvait en faire un autre parce qu'il fallait en faire un autre. Fait que, tu sais, on était un peu à notre sauce encore. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça a propulsé. Puis, tu sais, en envoyant une page, tu commences avec la vidéo. Puis, je pense que ça a été une bonne façon. Puis sinon, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher nos alliés, puis nos amis, puis nos partenaires, puis essayer qu'ils relaient l'information parce que finalement, en économie sociale, puis en environnement, puis dans cette thématique-là, il y a beaucoup de gens pour nous aider. Fait que... Merci, Sophie. On aurait Dave François de la CEDEC de Québec et ensuite Jason Prince de PME Montréal Centre-Ville. Oui, la question, c'est pour Charles. Tu me pardonneras, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Fait que si tu pourrais juste préciser. Donc, moi, je suis de la CEDEC de Québec. Donc, un peu pour rebondir sur ce que la personne d'Entreprendre Sherbrooke mentionnait. Donc, il y a des acteurs qui accompagnent des entreprises comme nous.
Tu parlais d'une formation, donc j'ai peut-être raté ce petit moment-là. Tu disais qu'il y avait éventuellement une formation qui était prévue pour les accompagnateurs. Pardonne-moi si j'ai mal compris. Non, tu as très bien compris, c'est bien ça. Dans un sens, tu es de la SEDEC de Québec, tu es d'une des régions qui vont être les premières où le projet va se déployer. On va préparer dans les prochaines semaines, les prochains mois, le calendrier n'est pas encore tout établi, mais une formation pour s'assurer que tous les accompagnateurs de première ligne, dont tu fais partie, vont avoir une idée pas mal meilleure que ce qu'on fait aujourd'hui en 1h30 de qu'est-ce que c'est l'ensemble, les obligations, les parts, le sociofinancement, l'ampli, et ainsi de suite. Puis également, tous les aspects plus techniques et juridiques vont aussi faire partie de la formation, ce qui fait que chaque région va avoir, tous les accompagnateurs de cette région-là auront accès à cette formation-là. C'est parfait, je te remercie. J'en profite avant de donner la parole à Jason. Sur Passerelle, on va vous mettre le lien dans le chat. Il y a pour ceux qui sont présents ici et qui sont accompagnateurs, il y a une communauté de pratique dédiée aux accompagnateurs. Donc, ça peut être aussi une belle piste pour vous pour partager entre pairs, entre accompagnateurs, comment mieux soutenir encore les entreprises. Donc, je vous mets le lien ici. N'hésitez pas à demander à y participer. Alors, on a Jason, mais qui est reparti, enfin, qui a enlevé sa main. Non, tu es là, Jason, et ensuite… Non, je suis là, oui, j'attends. Vas-y. OK, alors juste une petite note en bas de la page. Charles parle de s'assurer que toutes les régions sont bien servies avec les expertises dont on a besoin. Mais c'est weird, une note historique, parce que nous avons pris le modèle de Sorel, Jacques Patineau, qui a piloté les obligations communautaires en 2002. C'était perdu dans l'espace-temps, mais c'est le retour. On a appris d'une expertise, d'une innovation dans les régions. Et alors, c'est juste à ne pas oublier ça. On est en train de un peu retourner quelque chose qui était déjà pris là, si on peut le dire de cette façon. Non, effectivement, tu as raison de le préciser, Jason. Dans la petite histoire, ça aurait pu être amené avant même 2014. Il y a eu effectivement dans les régions ces pionniers là, qui avaient déjà testé cette affaire-là. Je crois que c'est important de se rappeler et de souligner ça parce que c'est intéressant et c'est important même. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, Dario Iezzoni. Salut, merci pour les présentations, c'était extraordinaire. Je voulais partager puis vous entendre peut-être sur la question des intermédiaires. Donc, on parle d'accompagnement avant qu'on se lance. On a identifié que les obligations communautaires, on est capable d'aller de l'organisation directement aux personnes qui prêtent à travers l'obligation. Mais présentement, par exemple, il y a Jour de la Terre pour son réseau national de bornes électriques de troisième génération qui passe à travers une plateforme de crowdlending, donc de financement participatif par le prêt, un peu l'équivalent de la ruche, mais uniquement dans le cas d'investissement. Est-ce que c'est une approche qui serait à considérer dans une planification pour la… Est-ce qu'une plateforme peut devenir facilitant ou j'aimerais ça vous entendre, celles et ceux qui ont une expérience, puis est-ce que vous l'avez considéré? Il y a une plateforme, mais en plus, c'est une coop, je pense, mais qui est basée à Vancouver. Charles, je te laisse parler de l'avenir. Je vais être obligé de… Tu m'envoies une balle courbe, là, Dario. Oh non! Il y a, depuis quelque chose comme 2-3 semaines, une nouvelle dispense que l'AMF a fait passer par le gouvernement qui permet un financement participatif en capital par la plateforme. On est encore en train d'étudier exactement ce que ça veut dire, puis comment ça va passer, puis quelle utilité ça peut avoir, et ainsi de suite. Mais c'est clair que c'est une opportunité intéressante, mais je ne peux pas donner l'ensemble de la réponse maintenant, là. Le CQCM, le chantier, le TIES, on travaille également avec nos conseillers juridiques, dernier couture Jolicoeur, Elliott Berberger, excuse-moi, Elliott. Je n'ai jamais nommé ton nom jusqu'à présent, je suis vraiment désolé, Elliott. Nous conseille très, très bien depuis longtemps sur cette question-là. On va vous arriver avec une réponse, tout le monde, là, puis c'est l'avantage d'avoir l'ampli. À mesure qu'on a les réponses, on va pouvoir les verser dans l'ampli. Merci Charles.
Je ne sais pas s'il y a encore des questions et on pourrait, je pense, on aurait pu prendre un bon 2 heures hein, juste sur cette thématique pour approfondir, mais il y aura d'autres occasions, je pense, dans l'avenir. J'aurais tendance à remercier, enfin, j'aurais pas tendance, je vais remercier chaleureusement Sophie, Vanessa, Stéphane et Stéphane de leur générosité, de leur partage d'expérience. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents en grand nombre ce midi. On était fébriles de vous dévoiler l'ampli, alors on est content et on espère qu'il vous sera le plus grand utile, qu'il vous sera grandement utile. Puis merci à Charles de cette co-animation, puis de la relève et des suites avec Marie, parce que c'est vraiment que le début, je pense, d'un grand déploiement de la finance participative. Alors... Et si tu permets, Vanessa, merci à toi. Tu as fait le cycle depuis 5 ans sur les obligations communautaires. Comme ta directrice l'a dit, le transfert est opéré. L'ETIES a accompagné l'outil jusqu'à l'ampli. Maintenant, c'est aux partenaires, le chantier, le CQCM et vous tous, de reprendre le flambeau. Et merci, Vanessa, et au TIES, mais surtout à toi. Ben, merci pour ce beau témoignage d'amour devant autant de monde. Merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis n'hésitez pas à nous envoyer les commentaires, vos premières réactions. Ça va être un site qui va continuer à se bonifier au fil du temps et il ne faut pas hésiter à nous faire part de vos propositions. Alors, merci à tous. Puis belle fin de journée. Bye tout le monde.